Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Vendredi 29 mars 2019 est jour de remise des carnets de correspondance sanctionnant la fin du second trimestre partout au Cameroun. Blériot Tsanou, élève en classe de seconde au lycée bilingue de Deido, est violemment pioché au couteau par un autre élève. L'absence de célérité dans la prise en charge par le personnel de l'hôpital de district de Deido suscite l'émoi aux quatre coins du pays. 14 janvier 2020, le lycée classique de Nkolbison, Brice Ndjomi Tchakounte, professeur de mathématiques, est froidement poignardé par deux fois par son élève de classe de 4e âgé de 15 ans seulement. En moins d'un an, l'ensemble de la communauté éducative et le pays tout entier est une fois de plus dans l'émoi. Paul Biya, à l'occasion de la 54e édition de la Fête de la Jeunesse le 10 février 2020, en rendant hommage aux jeunes professeurs de mathématiques, parlait d'un événement qui bouleverse les consciences et qui en dit long sur les dérives de nos sociétés modernes. Des sociétés marquées par la consommation de l'alcool, des drogues, tout comme l'apparition de phénomènes nouveaux tels la présence d'armes à feu et des porte-monnaies dits magiques dans nos établissements scolaires. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est l'édition du vendredi présentée par Nadine Yambou, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Alcool, drogue, porte-monnaie magique, armes à feu, l'école est-elle en danger? Madame, Monsieur, pour tenter de répondre à cette question, nous avons eu la chance, on l'a pris comme ça, Samuel Gamon, que beaucoup connaissent, ses élèves sont partout au monde, ils sont disséminés dans le monde. Il a été pendant longtemps enseignant d'abord de biologie, ça a muté, c'est devenu sciences de la vie et de la terre. Il a terminé inspecteur pédagogique national de SBT. Bonsoir Samuel Gamon, bienvenue à Douala. Merci, bonsoir Monsieur Otto. Merci beaucoup. Voilà. Merci encore pour l'invitation. Voilà, je vous ai pris comme ça, vous m'avez dit que vous étiez à Douala et le sujet tombe bien. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Omer Seda. Bonsoir Serge-Alain. Je ne saurais tarer d'éloge à votre endroit pour votre grande intelligence, votre sens aiguisé de professionnalisme, votre regard d'expertise qui vous permettent mieux que quiconque de choisir et de mettre sur la table de débat des thèmes dignes d'intérêt et d'actualité. Ce soir encore, au lendemain de la 55e édition de la Fête de la Jeunesse, de l'adresse du président de la République à la jeunesse camerounaise, il n'y avait pas mieux que ce thème par vous proposer. Cela étant dit, je voudrais peut-être au nom des enseignants du monde entier vous adresser nos sincères remerciements pour ce regard intéressé que vous portez sur les conditions difficiles dans l'exercice de cette profession. Et lorsque je l'ai dit, il ne me reste plus qu'à verser une larme en mémoire d'innombrables enseignants, d'ici et d'ailleurs, martyrisés, terrifiés, horrifiés, humiliés, chosifiés par des individus qui, délibérément et impunément, ont choisi de faire de ces serviteurs de la République leurs victimes de par leur acte macabre d'une inexplicabilité indubitable. Hier encore, vous l'avez rappelé, c'était Ndjomi Tchakounte. Il s'en est fallu depuis aujourd'hui que nous soyons à pleurer un collègue au lycée bilingue des Sauces. Alors, déconner autant pour moi, il ne me reste qu'à poser cette question, à qui le tour demain? À qui le tour demain? Très bonne question. À côté de vous, René Stéphane Ngui. Bonsoir. Bonsoir Serge-Alain. Bienvenue. Vous êtes le seul politique sur ce plateau, à côté d'enseignants. Et on va commencer. Je commence par vous, Omer Seda. C'est quoi cette histoire de porte-monnaie électronique? Magique, vous voulez dire? Magique. Je suis resté dans le porte-monnaie magique. C'est quoi? Vraiment, la question, elle est difficile, c'est d'autant plus que je ne suis pas un magicien. Mais parce qu'au quotidien, nous sommes là avec des enfants qui ont des comportements susceptibles
Je pourrais m'hasarder à dire simplement que c'est un phénomène nouveau qui a pris un envol avec ces derniers temps des comportements ou des phénomènes de mode, des enfants qui veulent s'habiller comme des grands stars, des enfants qui veulent avoir des téléphones de haute facture, bref, cette jeunesse qui voudrait arriver à être, comment pourrais-je le dire, cette jeunesse qui veut manger sans travailler, pour parler de façon triviale. Je pourrais simplement, au regard des informations collectées au lycée bilingue de Kribi, dire que ce phénomène est la résultante d'une volonté manifeste des jeunes de mener une vie qui est au-dessus de leurs moyens, et parce que élèves voudraient dire qu'ils sont une population à charge, ils n'ont pas les moyens pour se permettre un certain luxe. Il n'y a pas mieux à faire que de s'accrocher aux vendeurs des rêves, à ces vendeurs d'illusions qui les traînent dans des cercles ésotériques que je me réserve d'expliquer parce que je ne fais pas partie de ce monde. Voilà. Vous avez vécu cette expérience? Parce qu'à un moment, vous étiez un peu... Vous doutiez de ce phénomène-là, à un moment, mais jusqu'à ce que vous ayez un cas sous la main, dites-nous, en quelques minutes. Oui, je vais dire que je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai eu la chance de côtoyer un collègue qui a véritablement été témoin oculaire de cette scène macabre de manipulation de portefeuille magique. Je ne voudrais pas, pour des besoins de commodité, signaler ou faire mention de l'établissement, mais toujours est-il qu'il s'agissait d'un élève de classe de première à 4 qui, à travers l'observation de son enseignant, mon collègue, opérait des dépenses folles, entraînait ses amis dans des buvettes, dans des bars dancing, dans des shoppings, et s'occupait pleinement, pour ne pas dire de presque toute la salle de classe, ce qui avait attiré son attention. Et il a pu se rapprocher de l'enfant, et peut-être par indélicatesse, l'enfant a pu avouer cette capacité à faire usage de ce portefeuille magique. Et lorsqu'il m'a fait le compte de cette scène triste, de cette scène macabre, j'ai personnellement, comme Thomas, cherché à voir. Et au hasard, une soirée, j'ai pu, en compagnie toujours de ce collègue, apercevoir ce jeune homme qui est entré dans une boulangerie avec une bande d'amis et a commencé à opérer des dépenses folles. Et moi, personnellement, je ne veux pas vous mentir, il nous a pris en charge. Nous étions au début 3 enseignants, mais à la fin, nous nous sommes retrouvés une quinzaine et il l'offrait sans calculer. Et nous prenions, pas parce que nous voulions absolument, mais c'était simplement pour voir jusqu'où il pouvait pousser les dépenses. Et je crois que en 2 heures, l'enfant s'est retrouvé de façon sommaire à une dépense qui pourrait s'estimer à plus de 500 000 francs. Et j'ai donc déduit véritablement qu'il avait quelque chose... Il n'était pas issu d'une famille aisée? Je ne pense pas que issu de famille aisée, autant pour moi, on peut se permettre des dépenses du genre. Encore que... Parce qu'à une certaine époque, avant ce phénomène de porte-monnaie magique, avant, c'était des enfants, des personnes qui étaient bien, et l'enfant se permet souvent d'aller soutirer. Un peu, il allait dans la caisse de son père, il soutire et il met ses camarades à l'aise. Mais maintenant, c'est des enfants issus des familles qui ne sont pas forcément nantis, qui font ce genre de trucs. Exactement, justement, je l'ai dit dans mes propos d'introduction, ces enfants sont, je vais dire quoi, on le vend en rêve. Oui. Ils sont des enfants généralement de familles pauvres. Et pour le cas d'espèce, c'est un enfant de quartier démuni, un enfant de famille démunie, mais qui, au rythme de sa vie, a laissé convaincre l'enseignant ou son enseignant, mon collègue, qu'il avait une manipulation hors du commun. Ok. Samuel Ngamo, comment vous réagissez face à... Vous avez appris ce qui s'est passé au lycée de Kribi, parce que le rapport, il est là, signé du proviseur et de Madame Ngefak Lydie, qui rapportait les travaux. Et l'ordre du jour, ce jour-là, vous avez écrit, le proviseur a écrit au monsieur le délégué départemental des enseignements secondaires, l'Océan, sur l'affaire porte-monnaie magique Bénin. Comment vous réagissez? Vous êtes sûrement déjà tombé aussi sur cette affaire de porte-monnaie magique. Merci encore, monsieur Otou. J'avoue qu'il me manque des mots pour parler de ce problème de porte-monnaie magique.
pour la simple raison que personnellement, je n'ai pas encore vécu une situation qui est relative à ces problèmes de porte-monnaie magique. Mais je vais vous dire qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai également, comme beaucoup de Camerounais, pris connaissance d'une panoplie d'histoires qui se racontent autour des porte-monnaie magiques. Et de quoi est-il question? D'après ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, et même ce que nous avons suivi à travers ces actes qui se passent au lycée de Kribi, il se pourrait, je dois utiliser le conditionnel, que certains de nos enfants trouvent des possibilités d'entrer en connexion avec des magiciens, puisqu'on parle de porte-monnaie magique. Et à travers des pratiques dont je ne peux décrypter, ils entrent en possession de grosses sommes d'argent. Mais ils ont une seule condition, c'est qu'ils doivent dépenser ces grosses sommes d'argent en peut-être une journée ou 2 jours. Et pour réussir cet exploit, parce que dépenser, moi-même qui suis adulte, si on me demande de dépenser 50, 200, 300 000 par jour, ce n'est pas évident. Ça devient maintenant un emploi à temps permanent. Et il doit absolument se faire accompagner. Oui. Parce que dans ce qu'il vise, dans ce qu'il recherche, je vais utiliser un terme qui est connu de tous les Camerounais, il y a le matu vu. Parce que j'ai essayé de recouper quelques informations. Ces enfants sont des enfants en situation difficile, qui ont des complexes, qu'ils pensent gérer à travers le matu vu. Ils se taillent une image, et lorsqu'ils n'ont pas de moyens pour accomplir ces images, ils pensent donc maintenant qu'ils doivent passer par des raccourcis, tels que les porte-monnaie magiques, pour enfin avoir des moyens peu orthodoxes, même pas du tout orthodoxes, pour se donner une image qui n'est pas réellement leur vraie image. Et à travers cela, le danger, c'est qu'ils n'y vont pas seuls. Ils ne vont pas seuls dans cette aventure. Ils traînent avec eux leur père. J'ai suivi tout à l'heure l'intervention du professeur Seda. Ils ne traînent pas seulement leur père, même certains enseignants. Oui, M. Seda, lui, il est allé en tant qu'observateur pour chercher à en savoir davantage. Mais les informations qui nous remontent nous font savoir que certains enseignants ne pratiquent pas la porte-monnaie magique, non, mais sont dans le couloir des dépenses. Sont dans le couloir des dépenses, parce que tout cela, ils s'entourent, ils sont devenus aujourd'hui des points focaux, autour desquels gravite un ensemble d'élèves, d'enseignants, de surveillants. En réalité, voilà les peu de choses que j'ai pu glaner sur cette histoire de porte-monnaie magique. Ok, on va terminer avec vous, René Stéphane. Oui. Oui, sur le porte-monnaie magique. Hein. Vous êtes parent, vous suivez l'actualité à travers les réseaux sociaux également. Votre commentaire? Alors, moi, je suis un esprit cartésien. Hein. Oui. Je ne pense pas beaucoup que la magie sous cette facette-là existe. Il faut qu'on approfondisse les recherches et les analyses pour savoir d'où sort l'argent dans le milieu académique, où on nous envoie souvent par vidéo, même des jeunes dames qui marchent tout nus dans les marchés, on dit c'est parce que la secte a demandé de faire X ou Y. Bon, ceci dit, il faut quand même se dire que pendant ma tendre jeunesse, nous aimions respecter un maxime. L'école est le lieu où la vie, où on établit l'égalité, là où la vie a créé les inégalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à l'école, enfant de riches, enfant de pauvres, on devient une... Certains disent même souvent que c'est pourquoi on a institué l'uniforme. Très bien. Parce que si on laisse les enfants venir, chacun, ça va créer... tout le monde met l'uniforme. Alors, le politique que je suis dirait tout simplement, il faut qu'on reconstruise notre système de valeurs. Parce que quand on est dans une société sans modèle, que le président de la République est le plus con, les modèles sportifs comme les Roger Mila, les Samuel et tous les Joseph-Antoine Bell sont des fainéants, les enseignants qui hier étaient pour nous
des porteurs de paroles d'évangile sont des mendiants et les gens chargés d'établir la paix et la sécurité sont des mange-moules. On n'a plus des repères. Et on se retrouve dans une situation où, malheureusement, sur tous les pans de la société aujourd'hui, le Cameroun devient un mur de lamentation. J'entendais parler de mur de lamentation. Mes souvenirs ne sont pas exacts. Je ne sais pas si ça se trouve en Palestine ou en Israël. Mais le Cameroun est devenu un mur de lamentation. Vous écoutez un média du matin au soir, c'est des pleurs, c'est des dénonciations. Vous écoutez un homme politique du matin au soir, c'est 50 ans de dénonciation et de pleurs, c'est trop. Il faut aujourd'hui que nous comprenions que la mondialisation voulue de tous nos voeux ne nous apporte pas seulement la richesse économique, mais également ce problème de mœurs. Donc l'enseignant, mon cher frère Omer évoquait tout à l'heure. Donc on regarde à la télé ce que font les élèves et les étudiants de Beverly Hills, on veut le reproduire au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'école avec l'arme et là-bas et ses camarades et les enseignants. Exactement. Ce n'est pas pour nous qui ne vivions pas cela par le passé, c'est un phénomène nouveau. Mais quand vous arrivez dans des sociétés industrialisées, je ne vois pas du banal, mais c'est répétitif. Donc, qu'est-ce que font nos jeunes enfants aujourd'hui? Complètement sans un système de valeurs établi, sans modèle. Ils copient tout simplement ce qu'ils vivent dans les feuilletons au quotidien. Ajoutez à ça, nous-mêmes parents qui avons démissionné, le système qui est complètement en déphasage, et le pays qui s'est transformé, je le dis, en un mur de lamentation. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous ouvrez la radio, vous entendez, oui, hier il y a eu tel assassinat, oui, vraiment, le pouvoir ne fait rien, oui, c'est. Vous donnez la parole à un enseignant, oui, on nous a clochardisés, on est plus. Tout le temps, on n'est que dans la négation. Il n'y a plus de. C'est à tort? C'est à tort. Comment ça? C'est à tort parce que nous avons connu dans ce pays des dictatures féroces. Oui. Il y avait, mais les politiques ont créé des systèmes et des modèles de vie qui ont permis que, quand vous comptez aujourd'hui au Cameroun, une trentaine de professeurs, 3000 professeurs, 4000 professeurs, vous allez vous rendre compte que entre les professeurs formés par l'État du Cameroun, malgré cet art, et les professeurs formés par l'Union des populations du Cameroun, à travers ses alliés, les Chinois, les Soviétiques, les Russes, à l'époque, vous allez vous rendre compte que, malgré la dictature féroce du président Ahidjo, la diaspora était organisée. Il y avait au niveau des étudiants l'UNEC qui regroupait les étudiants qui venaient d'Afrique, qui les tournaient le chemin. Au Cameroun, en France, les Camerounais se moquaient des Sénégalais et des Maliens qui ne rentraient pas, qui restaient balayés des rues de France. Aucun Camerounais des années 60, 70 ne pouvait, après ses études, rester en France. Donc la diaspora aujourd'hui, tout le monde, dès qu'on regarde, il faut qu'on arrête de se lamenter, qu'on se regarde dans le miroir, qu'on se dise que notre mission, en tant que politique, en tant que Camerounais aujourd'hui, c'est de sauver le Cameroun, malgré les dirigeants que nous avons, et malgré tout ça. Et ça commence par les faits de société comme ceux dont on dénonce. Dans les lycées camerounais, monsieur l'inspecteur et l'enseignant vont nous le confirmer, il y a des accompagnateurs pédagogiques. Il y a des accompagnateurs psychologiques. Il y a des orientateurs, des gens chargés de l'orientation. Donc, les écoles ont des structures capables de prendre en charge ces phénomènes qui nous viennent d'ailleurs. Mais malheureusement, même vous-même, quand vous avez un parking de 5 voitures, il y a certaines voitures que vous n'allez pas conduire. Donc, comme c'est des faits nouveaux et qu'on n'a pas donné des moyens à ces structures-là de pouvoir, il faut maintenant que les politiques, au lieu de venir tout le temps dire, ici sur le plateau de télévision, c'est nous les meilleurs, de se dire, il est temps qu'on cesse de se lamenter, qu'on quitte la dénonciation pour l'action. Que lorsqu'il y a un phénomène comme ça, qu'on active les syndicats d'enseignants, qu'on essaye de voir dans quelle mesure les parents peuvent jouer leur partition, et que le fait de dire à la télé du matin au soir, oui, on a fait ceci, porte-monnaie magique, ça ne résout pas notre problème. Et ce n'est pas les gens qui, depuis 60 ans, ont démontré qu'ils n'ont rien à foutre avec notre jeunesse qui vont résoudre ce problème. Alors nous avons un choix, soit de laisser notre jeunesse dans l'abîme, soit de venir pleurer à la télé, soit mais moi,
ou bien l'Union des populations recommande à tous les partis politiques, à tous les compatriotes, que chacun serve le Cameroun là où il se trouve. Il faut sauver le Cameroun malgré les dirigeants que nous avons. C'est pour ça que nous inféodons les syndicats. Quand vous comptez 4 syndicats au Cameroun, vous allez voir que 1 ou 2 sont créés par l'Union des populations. Vous prenez les associations de droits de l'homme, vous allez voir que, parce que nous estimons que, puisque on nous a enfermés dans le parti politique et qu'on ne peut pas faire, il faut aujourd'hui qu'à travers les associations d'enseignants, à travers les syndicats d'enseignants, à travers les associations de droits de l'homme, qu'on puisse mettre des jalons. C'est une goutte d'eau dans la mer. Mais si chacun de nous se disait, je ne vais pas à la télé, ou je ne vais pas à la radio, ou je ne vais pas au lycée pour dénoncer, je m'en vais proposer une solution, on serait loin. Okay. Et nous avons l'habitude de dire, si chaque Camerounais donnait seulement 30% de son temps passé à la critique, à l'action, 30%, on ne les demande pas 50%, ce pays serait largement meilleur, parce que l'ingéniosité existe au Cameroun. Voilà, Samuel Ngamo, lorsqu'on préparait cette émission, il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut c'est peut-être l'occasion de tenir un autre discours à la jeunesse, en mettant en avant des modèles. Parce qu'on sait qu'à une certaine époque, je m'excuse de le dire, les femmes étaient comme symbole de réussite dans ce pays. Est-ce qu'il n'est pas temps de tenir, comme le président a dit il y a 2 jours, les modèles, il en a cité 3, Tema, Job Vendor, Amal. Est-ce qu'on ne doit pas revenir à ce discours-là, dire à la jeunesse que voici, vous aussi, vous pouvez être comme cela? Merci, M. Otou. Votre introduction, pendant votre introduction, vous avez ouvert là une véritable boîte de Pandore. Lorsque vous soulevez le problème de porte magique, oui, avec tous les effets collatéraux que nous observons dans l'école, vous ouvrez là une boîte de Pandore dans laquelle tous les faits sociaux peuvent être logés. Et pour bien comprendre cela, il faudrait faire une analyse à plusieurs échelles. D'abord au niveau communautaire, ensuite au niveau de l'école, au niveau de la famille et au niveau des individus. Voilà pourquoi j'ai dit que le problème, vous avez bien voulu vous focaliser aujourd'hui sur l'école. Mais l'école n'est qu'une excroissance de la société. Tout à fait. L'école n'est qu'une formation, une création de la société. Et notre école aujourd'hui est à l'image de ce que la société entière est. Donc si vous avez bien voulu, vous pouviez ouvrir ce panel à 50 personnes, vous aurez des sociologues qui auront à dire par rapport à ce sujet, vous aurez des juristes qui auront à dire, vous aurez des médecins, les assistants, les travailleurs sociaux. Tout le monde est interpellé, comme disait le politicien. Vous nous mettez sur une même table avec le politicien. Bon, mais nous sommes des technocrates, nous faisons aussi la politique, mais en autre moment. Nous sommes invités là aujourd'hui comme technocrates. Donc c'est pour dire tout simplement que le problème doit être perçu au niveau communautaire. C'est l'affaire de toute la communauté. Et l'école étant une création de la communauté, vous savez bien, l'un des pédagogues modernes avait donné la définition de l'éducation comme étant la socialisation des jeunes générations par la génération adulte. Vous comprenez, aujourd'hui, l'école va faire face à 2 enjeux. Il faut d'abord scolariser, mais il faut ensuite socialiser. Quand je dis ensuite, ce n'est pas bien placé parce que l'association doit commencer à l'école. Qu'on ne pense pas qu'on va à l'école un moment pour la scolarisation et c'est le futur prochain ou lointain que va commencer la socialisation. Non. Et c'est parce qu'il y a des lacunes à tous ces niveaux. Au niveau communautaire, nous avons des sérieuses lacunes, comme disait l'homme politique. Lorsque l'homme politique il parle de regroupement du personnel en des syndicats, aujourd'hui, peut-être quand vous, UPC, vous avez la manœuvre en main, vous avez une volonté de bien téléguider les Camerounais pour qu'ils s'organisent en des véritables syndicats.
Avez-vous la certitude qu'aujourd'hui, on voudrait même que les gens s'organisent dans des syndicats pour défendre leurs intérêts? Moi, je n'ai pas la même lecture. Donc, au niveau communautaire, quelque chose doit être fait. Et au niveau, quand on va à l'échelle juste en dessous, au niveau de l'école, il y a beaucoup de choses. Nous n'aurons même pas suffisamment de temps pour parler. À l'école, il y a beaucoup de choses. Parce qu'à l'école, lorsque tout dans votre introduction, vous dites un élève sort une arme à feu dans une salle de classe. Il menace son professeur d'anglais. Il menace son professeur d'anglais parce qu'il veut absolument avoir 10 sur 20. Cet élève n'est pas conscient que 10 sur 20 est à peine passable. Vous voyez donc qu'il sera même puni pour rien. S'il est menacé pour avoir 19 sur 20, on peut même comprendre qu'il sait pourquoi au moins il bagarre. Vous comprenez tout de suite que c'est le genre d'enfant qui peut poignarder pour rien. Si on doit sortir une arme à feu pour revendiquer 10 sur 20, vous comprenez qu'il y a un problème à la base. Il attaque là la relation fondamentale avec lui-même. Il a un problème avec lui-même. La deuxième relation fondamentale qu'il attaque, la relation avec l'enseignant. Et à partir d'un échantillon comme celui-là, on doit reposer les vrais problèmes. Quelle est la relation que le niveau supérieur communautaire que j'ai défini a établi réellement avec l'enseignant aujourd'hui? Voilà, ça pourrait faire l'objet de tout un débat ici. Oui. Et encore au niveau de l'école maintenant, on a encore plusieurs structures. Quelle est la relation que les élèves entretiennent? Quel genre de relation entretiennent-ils entre eux? C'est toutes les choses qu'il faut voir. Parce que lorsqu'un enfant arrive à l'école avec un revolver, il ne peut pas être seul dans cette organisation. Il a certainement le concours de ses pairs. Il a certainement le concours des agents collatéraux qui gravitent parfois autour de l'école. Et lorsqu'on sort de l'école, maintenant on tombe au niveau de la famille. Il y a beaucoup de choses à dire. Quelle partition la famille joue-t-elle effectivement dans cette situation? Quelle partition elle joue? Parce qu'en réalité, l'école, la famille doit être la première structure de socialisation. La famille doit être la première structure de socialisation. Avant même de jouer le rôle de scolarisation, la famille est d'abord une structure de socialisation. Okay. Et lorsqu'on observe des failles à ce niveau, cela veut dire que la famille aussi a un problème. Okay. Et on arrive au niveau individuel maintenant. Peut-être... Oui, on va y revenir. Okay. Omer Seda, on a souvent... Beaucoup disent que les parents ont démissionné dans leur mission. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qu'un parent doit faire avant et après une journée de classe pour son enfant? Je pense, Jean Auto, que la chance que j'ai eue pour ce soir, c'est d'avoir écouté religieusement l'inspecteur et l'homme politique que nous avons ici sur la table. Ce qui m'a permis de comprendre réellement que nous ne sommes pas appelés à voir l'école, comment dirais-je, de façon... Autrement dit, il faut une lecture de second degré. Et le temps ne peut pas être suffisant pour entrer dans la profondeur, parce que c'est un débat assez vaste qui interpelle plus d'une personne. Mais vous avez fait bien d'insister sur un point qui n'est pas de moindre, celui du rôle des parents. Oui. Je pense aujourd'hui que vous l'avez si bien dit, les parents ont démissionné. Les parents ont une idée que l'école, c'est où tout se fait, où tout s'acquiert, où tout se construit. Que non. Monsieur l'inspecteur l'a si bien dit, l'école est une excroissance de la société. Cela voudrait dire, pour que l'enfant soit déjà poli, pour que l'enfant soit à même de dire bonjour à son enseignant, il faudrait au préalable qu'il puisse le matin dire bonjour papa, bonjour maman. Mais si nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les parents n'ont pas le temps d'inculquer ces valeurs aux enfants, où le matin, le parent regarde tout droit dans les yeux son enfant avec qui il discute l'entrée à la douche, l'enfant sort sans saluer le parent, pourquoi est-ce qu'il se trouverait dans l'obligation de saluer son enseignant à l'entrée de la salle de classe? C'est simplement pour dire que nous sommes dans un monde où l'extérieur devient de plus en plus agressif, où il y a un abandon fondamental du rôle
premier des parents dans l'éducation de leurs enfants. Mais je ne voudrais pas dire que c'est le point qui m'intéresse le plus. Le point qui m'intéresse, avec la chance d'avoir ma gauche, c'est la responsabilité de l'homme politique ou du politique. En réalité, si je parle de cette pensée philosophique qui voudrait qu'une société soit à l'image de son école, et quand on veut détruire une société, on n'a qu'à détruire son école. Ça me fait dire que le 12... On détruit l'école comment? Détruire l'école, en réalité... En clochardisant les anciens, c'est ça? J'y viens fondamentalement. Oui. Vous m'arrachez là les biscuits. Clochardiser les enfants, vous êtes les modeste. enseignants. Les enseignants, vous êtes modeste dans vos propos parce que... Ah là, je suis modeste. Oui, justement, il va falloir... Vous serez plus dur encore? Peut-être pas dur parce qu'il faudrait que je blesse les uns des autres, mais parce que la situation est si dure qu'il faut dire les choses de façon dure. C'est Jalin. Imaginez-vous, nous sommes le 12 février, au lendemain de l'adresse du président de la République. J'ai salué ce discours. Je salue encore ce discours. Et j'ai la ferme conviction que si le président nous suit ce soir, il va falloir véritablement qu'il comprenne qu'il s'est adressé à une jeunesse. Et je ne représente pas la jeunesse, mais la jeunesse a aussi des choses à lui dire. C'est bien beau de dire qu'il y a des modèles, de présenter des modèles. X, Y. Mais attention, les modèles qui sont formés en hexagone, est-ce qu'ils peuvent véritablement impacter sur le comportement des jeunes enfants du lycée bilingue de Kribi, du lycée bilingue d'Ekounou? Que non. Nous avons des réalités. Est-ce que M. le Président de la République, au jour d'aujourd'hui, peut dire qu'avant que ces modèles de l'Université de Sorbonne ne viennent avec tout ce qu'ils ont pu engranger en Occident, nous dire ce que nous pouvons trouver comme modèle dans l'école camerounaise? Est-ce que les enseignants aujourd'hui peuvent être des modèles? M. Ngoué a tantôt parlé d'une perte indescriptible des valeurs. Hier, les enseignants étaient porte-parole des valeurs, porte-étendard. Où il a parlé tantôt, je vais le citer, porte-parole des... il portait les paroles d'évangile, c'est un peu difficile de citer. Mais c'est une façon de dire que si aujourd'hui, l'enseignant peut se faire gifler dans une société sans que cela ne fasse l'objet d'une attention particulière, sans que peut-être même le président de la République ne puisse taper la main sur la table. Si les enseignants peuvent être clochardisés, vous l'avez si bien dit, pouvez-vous imaginer qu'il y a des enseignants qui sortent des écoles, qui travaillent 3-4 ans sans salaire? Mais vous imaginez que ces enseignants, pendant 4 ans, qu'est-ce qu'ils ont pu enseigner? Et surtout, quand le portefeuille magique intervient, ça devient compliqué encore. Hein? Peut-être là, ça devient encore un élément justificatif de ce phénomène. Parce que je vous dis, ces jalons autour, un homme qui a faim ne peut pas servir de modèle. Un homme qui est humilié ne peut pas servir de modèle. Et nous sommes dans une société camerounaise où la situation est si grave. Si grave que les enseignants se font gifler. Les enseignants, si vous permettez, j'ose croire que le président nous suit là. Imaginez-vous un instant, nous sortons d'un championnat africain, le CHAN. Vous pouvez imaginer un instant si les Lions à prime, au lendemain de cette compétition, n'avaient pas reçu leur prime. Mais je crois que cette situation aurait fait la une de tous les journaux. Mais vous imaginez qu'il y a des enseignants qui, après correction des examens officiels, peuvent faire 6 mois sans percevoir le moindre sou. Mais ça n'émeut personne. Et cette situation laisse croire que nous cherchons des modèles dans un espace qui ne peut rien nous apporter, alors que nous pouvons construire des modèles. Et je pense que M. le Président de la République, prochainement, peut-être c'est un peu une injonction, devrait comprendre que la meilleure façon de donner des repères à la jeunesse camerounaise, c'est de construire l'école camerounaise à travers des décisions fortes qui voudraient que l'enseignant ne soit pas la risée de la société. Voilà, merci. On accueille donc Gilbert Gimdo. You're welcome, sir. Thank you very much, Mr. Sage. When the teacher is late, what does that mean? He takes permission for being late. Okay. And he pleads for being accepted being late. Ok. Voilà, teacher Gimdo, il y a 2 situations. Vous avez connu la situation du jeune enseignant de mathématiques le 14 janvier 2020, assassiné par
son élève de 4e, et on est passé, comme a dit Omer Sedan, notre enseignant, on a frôlé le pire, à Yaoundé encore, lycée des Kounou, je sais pas, c'est classique ou bilingue, ouais, des Kounou. Là, un professeur d'anglais, son élève qui sort là. How do you feel like as a teacher devant ces deux tableaux? Thank you, Mr. Sage. I'll start by greeting humbly my seniors I see near me, and besides, I would like to tell the public that I'm a young teacher in the field, although I have taught close to 20 years, but when I look at those who are near me, I feel I am still very young in the profession, and the little experience I've had to do with those children in the field, I've learned a lot. And I teach from those of the secondary right up to those of the higher education. And I've got to learn a lot. And I would like to respond to you from several parameters. The first parameter I would like to look at is from the case of the parents involved, like somebody, like my senior colleague there said. In a very brief way, because he said a lot there, you imagine that sometimes behind, about 2 years back, I've got to attend a meeting between schools and parents where the principal of that school asked parents that were vraiment les parents, il faut, même dans une semaine, il faut fouiller le sac de vos enfants, et regarder ce qui est dedans, regarder, voir si, copier le nom des faits. There's a woman who got up very boldly in a school and told us, monsieur le principal, moi particulièrement, je ne peux pas faire ça, parce que j'ai 5 enfants avec 5 hommes différents qui vivent dans des villes, dans des maisons, dans des quartiers différents. Bon, je ne peux pas, je vis avec une seule. That is just to come back and tell you that what my senior colleague there was telling you is something that is very habitual in Cameroon. I don't know if there is another country in Africa that has that kind of situation we are feeling here. That was in Douala 4 here. In Douala 4, there in Bonaberi, Douala 4. And that is to come back to what he told you about the issue of parents being responsible. There is that impression that the parents are gradually shifting their responsibility, what they are supposed to do as those who gave birth to the children, to those who are only there to train the children academically. There is a boundary in responsibility. That boundary has to do with where the parents end and where the teacher takes. And when there is a mixture, there is mutation in that boundary, something will go wrong. And what is happening currently is that there is constant mixture and mutation in that boundary for one reason. Sometimes you find that this issue of separate maintenance where the father and the mother live separately, either the children are with the mother or the children are with the father. Once that occurs, the effects are very disastrous on the child, because whether we like it or not, the father has an impact on the life of the child, the mother has an impact on the life of the child that no one can replace the vacuum created by another one. The father is there for authority, the mother is there for basic cares, and once there is lacking in anyone, there is a serious problem. Permit me hold there and then move to the society. Each society has a philosophy of living. I'm afraid to say that the education society in Cameroon does not have a philosophy. And you also permit me to move from there ahead to say that even the political society, Cameroon as a whole, we don't have a society of living. We do not have a philosophy, please, a philosophy of living. If you have a Cameroonian, if a Cameroonian moves out of Cameroon and they ask you, how do you people live in your country? It's difficult. He will not know what to say. But take somebody from Nigeria, take somebody from Ghana. Nkrumah
fashioned the life of Ghanaians, how they are supposed to live. Kenyatta fashioned the life of Kenyans, how they are supposed to live. Forget about post-election violence. The Kenyans know the way they are supposed to behave. Ghanaians know the way they are supposed to behave. But in Cameroon, I'm sorry to say this, Ahidjo started what was called national unity, which failed because he was unable to equate the differences that were there to bring them together. And then later on, President Biya came and brought what was called national integration. He too failed because he was unable to bring together what were unequals, to blend together in terms of social justice. If any of them had succeeded, Cameroon would have succeeded to build what is a philosophy of life. That means to get all Cameroonians focused on one line on how to move ahead. But unfortunately, these two people have not. So Cameroon lacks something that is called a philosophy of life. Any Cameroonian behaves the way he likes because you know that at any one time you can pass through a hole and you are free. You can pass through any hole and you are free. That's how Cameroonians behave. And that is the reason behind that permit the word. The whole public should permit me that word of using that stupid notion that we say impossible never Cameroon. Why do we think that impossible never Cameroon? There are things that in life are impossible to do. Why do you think that a Cameroon must mount all that? No. There are things that only God alone can do. But in Cameroon, we think that everybody can do. Let me now leave from there and I bring another thing to you. Look at now the situation of orientation. There's another problem, a very serious problem, which is orientation within the school milieu, which parents are failing and even teachers are failing. Let me begin from the side of the parents. The academic system, Cameroon has two subsystems, the English subsystem and the French subsystem. Both subsystems have syllabuses. And then you find a situation where in the English subsystem where I am very versed, you find a situation where we have arts, sciences, technical education, commercial education. In life, any child who is growing up is adaptable to one system. A child who can do arts quickly and move ahead, but because the parents want to compare with other parents or compare with the society, or because of self-pride, we want the child only to do either science, do only commercial education, where that child is not capable of doing that and going ahead and achieving the various certificates that are supposed to be done. In that way now, you find that at one level, the child becomes stuck, cannot have the certificates, and then metamorphosed to something that is unbearable in the society. Those are some of those children that become a problem in the school milieu because they have become so frustrated. Children who pass successively without any obstacle and go out, you will hardly will you see them perform such mischievous acts within the school milieu. Besides, all of us here are academics and everybody. You bear me witness that when you are studying and passing, you enjoy it. But you don't study and you fail. It's like you should blame for somebody for it. It's like you should pounce on somebody for it. Thank you. Je reviens à vous. D'abord, René Stéphane Goué, le président, dans son discours pour la 54e édition de la Fête de la Jeunesse, parlant justement de l'enseignant Djomé Tchakonté assassiné à Yaoundé, et le président disait ceci, parents, il dit, j'en appelle aux parents, aux hommes de religion et aux enseignants pour que, grâce à l'éducation qu'ils dispensent, de tels faits ne puissent plus se reproduire. Les parents, l'Église, les hommes de religion, il a dit, englobé, et les enseignants. Je pense que
Monsieur... Et je prends un cas peut-être, et ces faits-là ne se produisent pas beaucoup dans des lycées, dans des établissements confessionnels. Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est toujours dans nos lycées. C'est là où je voulais en venir avec le propos tenu par Gilbert Guimdo, enseignant. Enseignant. Il faut qu'on se dise que nous sommes dans le domaine de la construction de la société. Et qui dit construction de la société parle du système éducatif. Parce qu'on ne forme pas les Camerounais pour être des Américains. Quand le président de la République dit, j'extrapole un peu, allons vers les terres, pratiquons l'agriculture. Combien d'écoles d'agriculture existent au Cameroun? Quel est le modèle agricole qu'on peut présenter à un jeune aujourd'hui en disant voilà tel qui a réussi en agriculture? L'homme politique que je suis continue à vous dire il faut qu'on construise notre système de valeurs, qu'on ait un système éducatif qui part de la base au sommet et en montrant des perspectives à la jeunesse que si nous restons dans le canot éducatif, voici ce que nous pouvons devenir demain. Et avec des exemples précis. Il disait tout à l'heure des modèles extérieurs. Moi, je ne pense pas que ce soit une affaire d'extérieur. C'est une affaire de globalité. Avant de penser micro, on pense d'abord macro. Quel est le système éducatif? Il a cité le Kwame Nkrumah, le Ghana, le Kenya. C'est vrai. Il faut aujourd'hui que nous cessons d'être une nation de lamentation. Comme je l'ai dit au début. Qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dise, monsieur m'a dit tout à l'heure en interpellant les hommes politiques. Mais est-ce que ce n'est pas le politique qui doit donc amener le politique? Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Les gens ne vont pas... Vous êtes interpellé. On a une phase from the capital. Those things, it is the politics of a country that defines the education system. And the minister in charge of education implements the policy of the government in that domain. Voilà. Alors, donc, le politique a un rôle fondamental. Tout dans un pays se construit d'abord par la politique. Voilà. La monnaie, l'éducation, l'économie, etc. etc. Okay. Donc, le politique... Oui. Stéphane, on va continuer après le journal, parce que dans un instant, elle est déjà là, Nadine Yambou, installée. Mais avant Nadine Yambou, avant de voir Nadine Yambou, comme tous les vendredis, une page de pub. Retour sur le plateau et qui n'en soit deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Gilbert Guimdo. Il est enseignant, Omer Seda, enseignant, René Stéphane Ngoué, en politique sur ce plateau, parent, et l'inspecteur pédagogique des sciences de la vie et de la terre, Samuel Ngamo. Déjà, c'est des jeunes qui marchent pour la paix. 4 ans, c'est énorme. C'est vrai, Serge Alain, M. Outou, 4 ans, c'est énorme. Je voudrais seulement savoir si ces jeunes-là ont reçu une autorisation pour marcher. Et s'ils ont reçu, c'est que c'est une bonne chose. J'espère qu'à partir de là, on va commencer à donner l'autorisation à tous ceux qui veulent marcher. Parce que autant certains marchent pour la paix, et ils sont autorisés à marcher, il faudrait que tous ceux qui marchent pour la paix, qui marchent pour la cessation de cette guerre-là, qu'on leur permette aussi, afin que ces voies multiples-là permettent enfin qu'on trouve une solution à ce problème de nos eaux, qui dure et qui dure et qui dure. Personne n'a intérêt au Cameroun aujourd'hui à voir cette situation s'éterniser. Parce que plus elle s'éternise, elle se gangrène. Et elle va devenir finalement un conflit transgénérationnel. Parce que lorsque les parents commencent un conflit, ils ne peuvent pas rapidement s'asseoir entre eux pour trouver une solution. Les enfants vont prendre ça comme héritage. Oui. Et je ne souhaite pas que le Cameroun, mon pays, soit encore, au lieu de mobiliser les maigres moyens que nous avons pour l'éducation, pour la scolarisation, la socialisation des jeunes, qu'on soit aujourd'hui là à mobiliser les moyens pour aller faire la guerre. Et la guerre contre qui? La guerre contre les Camerounais. On ne fait pas la guerre en famille. Je crois que si enfin tous ceux qui ont essayé de demander la cessation de cette guerre n'ont pas été écoutés, si enfin on peut écouter ces jeunes qui ont marché, ce serait une bonne chose pour le Cameroun. Ok. Voilà, Omer Seda, pour vous, des jeunes qui marchent, initiative louable?
Quoi le premier? Comme dit inspecteur Ngamo, il ne faudrait pas que si les parents n'arrivent pas à résoudre le problème, que les jeunes s'attaquent c'est-à-dire soient héritiers entre guillemets de ce problème. Là, ça devient dangereux. Je crois que l'initiative est louable, Serge, et je pourrais profiter de cette occasion pour saluer le travail que vous abattez dans le sens de la consolidation ou de la recherche de la paix. Ça, nous l'avons dit. Je dis. C'est pas vu comme ça par tout le monde. Pas perçu comme ça par tout le monde. C'est pas par flagonnerie. Moi, je l'ai dit et je ne Nous sommes manquerai. d'accord. Je dis que ça, c'est vous le dites comme ça, mais les autres, il y en a qui ne voient pas la chose comme ça. Qu'importe. Moi, je dis toujours la vérité. Elle est intangible. Je crois que 4 années, ça use. Et je pense que au nom de la paix et pour la paix, qu'importe les moyens, qu'importe les voies par lesquelles la paix peut arriver, tout ce que nous pouvons trouver à dire, je vous vole vos propos, enough is enough. Il faut que la paix revienne, il faut que le Nozo retrouve la vie, la cohésion sociale tant souhaitée. Voilà, René Stéphane Gouye, pour que ça s'arrête. Oui, mais moi je me méfie des effets d'annonce comme les marches, les commissions d'enquête au Cameroun. On sait que c'est le fonds de commerce pour certains. Donc moi je ne m'appuierai pas pour un phénomène, un épiphénomène comme un groupe de jeunes qui marchent pour souhaiter la paix. Nous venons de suivre le journal, nous avons vu un haut responsable de la sécurité dire le Chan s'est joué au Cameroun sans coup de feu. Mais il ne peut même pas imaginer le niveau de traumatisme qu'il a créé avec son déploiement de l'armée en plein jeu. Le football n'est qu'un jeu. Si on doit jouer au football, moi je suis allé à Limbé pour voir des matchs. Le dernier en question, c'était le match de demi-finale de Cameroun. On se sentait dans un territoire, mais on avait peur. Donc s'il pense que c'est une réussite pour lui... Pour vous, il fallait laisser comme ça? Je ne dis pas qu'il fallait... Il n'y a pas de menace? On peut faire autrement. Il n'y avait pas de menace? Je ne sais pas. Il est mieux placé, mais il n'a pas à venir nous dire, au lendemain du Chan, que le Chan s'est joué sans coup de feu. Parce que l'objectif du Chan n'est pas de se jouer dans un territoire avec des coups de feu. Il pouvait faire autrement. On peut faire la sécurité sans avoir des armes, sans être en tenue, sans faire du matu-vu ou le désordre qu'on observait à l'entrée des stades. La sécurité peut se faire autrement. Mais il y a aussi un effet dissuasif, René Stéphane. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais je dis, je me suis senti heurté en tant que spectateur qui va à une compétition pour jouer. C'est vrai, les Camerounais que nous sommes aimons tellement le football que, après avoir franchi toutes ces barrières de Bekoko jusqu'au stade, une fois arrivé au stade, on oubliait tout, on se mettait dans le jeu du champ, le Cameroun est un pays de football, mais je ne peux pas vous dire que nous étions réconfortés par la présence de ces déploiements qui n'est pas habituel dans le monde du foot. Donc c'était par rapport à la circonstance, René Stéphane. Mais qu'est-ce que vous appelez circonstance? Nous, on n'a pas... Comment ça? Non, le football, c'est un jeu. Non, est-ce que, au-delà du football, Limbé, quand même, le sud-ouest... Sur ce plateau, Serge Alain, oui? En face de vous, en tant qu'intervieweur, il y a quelqu'un qui nous affirmait haut et fort ici que le Cameroun n'est pas en guerre. Voilà. Et qui est un membre du régime. Oui, mais ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un militaire. Si on n'est pas en guerre, oui. Pourquoi c'est des Est-ce que sa voix, c'est celle de... Non. Est-ce qu'on doit jouer au football dans une situation de guerre? En faisant de cette manière, nous légitimons ceux qui disent que le Chan ne devait pas se jouer parce qu'il y a la guerre. Vous comprenez? Le football, c'est le jeu. Et même si on est obligé de faire comme ça, on n'a pas à venir jubiler devant les caméras pour dire que nous avons joué le Chan sans un coup de feu. Parce que, vraiment, il faut qu'on se mette dans un système où on se dit on peut faire autrement. Les marches, pour revenir à la question d'entame, les marches sont devenues le fonds de commerce de certains aujourd'hui. On sait comment s'organisent les marches au Cameroun. L'actuel ministre de l'administration territoriale était le spécialiste des marches à Bamenda. Ça lui a valu un poste ministériel, ça lui a valu un poste à la présidence. Donc, tout le monde peut organiser les marches, comme disait mon aîné, en disant bon, mais s'il faut laisser les marches, moi j'ai besoin de faire une marche, je ne peux pas faire une marche. Mais certains peuvent en faire en pleine situation. Pourquoi pour aller voir le match dans le sud-ouest, on déploie l'armée? Pour faire une marche, pourquoi on ne déploie pas l'armée? Si la sécurité est tellement dans l'insécurité, même la marche doit être encadrée. Donc, vraiment, on ne veut pas
se donner l'étiquette d'arriver toujours sur le plateau de télévision, mais on peut faire autrement. La situation dans le nous interpelle à plus d'un titre. Je vous ai dit ici, vous avez rigolé, que nous, les nationalistes camerounais, nous savons ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et qu'en 3 mois, on nous laisse à l'attitude de résoudre le problème de réseau, pas plus que 3 mois. Et les hauts dirigeants de ce pays nous ont reçus. On les a dit quel est notre plan stratégique, que parfois ils essaient de tricher en faisant du saupoudrage. Mais comme ils ne sont ni concepteurs et n'ont même pas la volonté que ça finisse parce que c'est devenu un fonds de commerce pour certains, ils ne peuvent pas l'appliquer. Okay. Ils ne peuvent pas l'appliquer. Donc, moi je dis haut et fort, un haut responsable de la sécurité ne doit pas venir dans les chaînes de télévision au lendemain du chant jubiler en disant aux Camerounais ça s'est joué sans un coup de feu. Il nous gâche la fête. L'objectif n'était pas qu'il y ait des coups de feu. C'est pas un objectif. Et ce n'était pas un risque. Et personne n'a dit que le chant va se jouer dans le coup de feu. Sinon, la CAF ne serait pas venue ici. Il faut que les gens améliorent leur communication. Sinon, pas des spécialistes de communication qui se taisent. Mais il ne peut pas venir dire aux Camerounais au lendemain d'une fête, comme celle que nous avons vécue, une fête de football, et avec que oui, on peut se réjouir parce que le chant s'est joué sans coup de feu. Il s'attendait à un coup de feu. Et pourquoi il organise sa fête de football africain alors qu'il a peur d'un coup de feu? Il faut quand même... Les jeunes qui sont allés rencontrer le gouverneur Bernard Okali-Abilai pour dire que, bon, voilà, ça dure déjà quand même, hein. Yeah, Mr. Sage, you know, this trauma that the Northwest and the Southwest, I want to say the whole Cameroon has gone through, because we cannot pretend to say that only the Northwest and the Southwest has gone through. If the government has to go to the extent of declaring the Northwest and the Southwest as a sinister zone, it means that it has touched the heart of the country. And we must know that efforts have been done at all levels. But what Cameroon needs to know is that government decisions have lacked what is called priority. There is need for priority. When you place your desires, your needs on a table, you need to start from one before you get somewhere. And once you do not know where you start your needs from, you risk not solving your problems in a proper way. And that is exactly what the government of this country has done when that problem came out. Anglophones cried out. You cannot pretend when you smash somebody's leg, you don't need some other person to come and tell him that his leg is paining. He cries out himself. And when you continue to stand on top, don't be surprised he gives you a slap. It is just normal. And when he gives you a slap and you turn and blame a different person, that is where the problem is from. I don't know why those youths are going to meet the governor. The governor of the Southwest himself has not been a good solution to the problems of the Anglophones. Sometimes he called them Lisheng. Sometimes he called them Gadevo Sheng. He is not the right person. I think I want to feel very clearly that... Et c'est le représentant du chef de l'État dans la région. That doesn't matter, but he has not been the best. He has not been the best because he is one of those who are in the bad books of those crying in this country. Let me not call them Anglophones, but those crying in this country because he has not been able to represent the region he was assigned there by the head of state to govern well. You can look at the situation. I will tell you without mincing words and tell the public, Cameroonians, without mincing words, that those youths who cried and went and met the governor of the Southwest are manipulated from somewhere. Because meeting him, they know that demander la paix, c'est qu'on est manipulé? No, yes. Demander la fin, c'est qu'on est manipulé? Yes. Permit me say yes without even mixing any word. Because the person through which the peace is demanded has a question mark from within. Because the governor of the Southwest that is noted for his behavior, for his approach towards that cry from Anglophones, is somebody who is not supposed to come out now and cry that peace needs to return to Cameroon. He has been noted.
Okay. Those youths who are crying and meeting the governor now are manipulated from somewhere, which I wouldn't weigh my words. I will not weigh my lips to tell the public anytime I'm given the opportunity to say that time those youths met Governor Okara Bilai, they were manipulated by this or this person, because we are all Cameroonians and we need to call a spade a spade. Voilà, merci. On va donc terminer avec ce qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Inspecteur Ngamo, je commence par vous. Comment faire donc pour que notre école soit plus en danger? Voilà la question fondamentale à laquelle il faudrait absolument qu'on trouve une réponse. Oui. Comment faire pour que l'école ne soit plus en danger? La première personne à qui cette question est destinée, c'est l'homme politique. Parce que c'est l'homme politique qui définit les finalités de l'éducation dans un pays. Au Cameroun, c'est l'homme politique qui doit définir les missions de l'école, qui doit définir le véritable système éducatif pour l'école et enfin donner les moyens. Je veux commencer par vous dire que l'école a deux missions principales. La première, c'est la transmission de l'héritage du passé. Et la deuxième, préparer les jeunes générations pour la transformation du futur. Lorsque vous regardez ces deux missions, dans quelle mesure l'école camerounaise travaille-t-elle pour accomplir ces deux missions? L'héritage du passé, tout à l'heure on parlait des repères. Mon voisin, l'homme politique de l'UPC, a dit qu'on ne forme pas les Camerounais pour qu'ils deviennent des Américains. On les forme pour qu'ils soient des citoyens camerounais. L'héritage du passé est-il véritablement enseigné dans notre école pour créer ces repères? Donc, la première chose, il faudrait que l'homme politique, à qui il revient de définir les curricula, parce que c'est lui qui donne l'orientation avant de faire appel aux techniciens comme nous, pour mettre en forme la finalité que lui a définie. Je ne parle pas des politiciens. Je parle de l'homme politique. Je parle du politique. C'est le politique qui doit définir. Je ne parle pas des individus aujourd'hui qui sont autoproclamés politiciens et pour la plupart ne comprennent même pas le sens de la politique. Je parle de le politique. C'est le politique qui doit définir les finalités. Parce que la structuration des charges est bien précise. Définir les finalités, construire un véritable système éducatif. Et je dois vous surprendre peut-être en vous disant que malheureusement au Cameroun, nous n'avons pas de système éducatif. Exact. Il ne suffit pas d'avoir une juxtaposition de cycle maternel, primaire, secondaire, universitaire pour dire que ça forme un système. Non! Nous avons là un ensemble d'éléments. Mais le système, lui, n'existe pas encore. Le système est à bâtir. On ne peut pas avoir un Cameroun qui a aujourd'hui une centaine d'années d'indépendance et avoir encore ce qu'on appelle entre parenthèses système anglophone, système francophone. Pour les mêmes citoyens. Et même encore, quand je prends le système qu'on appelle francophone, c'est à tort même qu'on n'a pas encore pas de système. Où est le système, l'intégration? On ne voit pas d'intégration verticale entre les sous-cycles que j'ai cités. Où est l'organe de régulation qui existe? Avez-vous déjà entendu qu'un conseil, un organe de régulation, qui doit revoir ce qui se fait à maternelle jusqu'à l'université se réunit dans les textes? Il y a un organe de régulation qui réunit les structures de l'enseignement supérieur et ceux des cycles de l'enseignement secondaire. Il ne se réunit jamais. Or, comment peut-on parler d'un système lorsque l'éducation de base a son couloir, l'enseignement secondaire a le sien, l'enseignement universitaire a le sien? Je vais prendre un exemple simple. Dans le domaine de SVT, j'ai passé toute ma vie à faire SVT, nous introduisons un nouveau programme en 2001 dans les classes terminales. Or, c'est les classes terminales qui préparent l'accès dans les universités et spécialistes de terminale D qui préparent l'accès dans les
les séries scientifiques des facultés de médecine et autres. 10 ans plus tard, on n'a pas changé le programme de concours d'entrée dans ces écoles. On n'a pas changé le programme dans les instituts universitaires. Ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation fonctionnelle entre ce que l'enseignement secondaire fait et ce que l'enseignement supérieur fait. L'enfant qui sort, l'élève de la terminale, doit encore suivre des cours particuliers pour se préparer à un concours d'entrée dans une grande école. Alors que le cycle secondaire n'a pas pour mission de former seulement des bacheliers. Il a pour mission de constituer une rampe de lancement pour permettre à ceux qui sortent de s'intégrer très bien dans le système universitaire. Voilà un exemple, un petit détail. Et on peut en citer comme ça une kyrielle qui montre en réalité que le politique doit se mettre au travail. Et par rapport au fait que vous avez soulevé aujourd'hui, c'est fait de drogue, c'est fait de ceci, de suite, c'est encore le politique, les armes à feu dans les salles de classe. C'est devenu aujourd'hui un mobile de formation, c'est devenu un module. L'élève vient faire quoi en classe avec l'arme à feu? Où trouve-t-il cette arme à feu? Moi qui suis adulte, il n'est pas facile d'avoir une autorisation pour acheter une arme à feu. D'où vient-il? Comment un élève peut-il se procurer? C'est encore, tout à l'heure j'ai parlé au niveau communautaire. Il faut que les gens soient suffisamment responsables. Que celui qui détient une arme, qu'il soit véritablement responsable de l'arme qu'il détient. Ce n'est pas un jouet qu'on peut laisser sur sa table à la maison, apporter les enfants. On parle de drogue à l'école. Ces élèves, où est-ce qu'ils trouvent la drogue? Qui sont livrés sur place. Lorsque nous, on était à l'école, à peine on connaissait le mot drogue. À mon âge, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle le marijuana. Même à la télé? À la télé, j'en ai vu. Dans mes recherches scientifiques, j'en ai vu. Oui. Mais pas dans la rue. Oui. Mais aujourd'hui, à chaque bout de route, on vous dit que tel là, il vend, tel là, il fait ceci, tel là, il fait ceci. C'est devenu les petits beignets qui se partagent à l'école. Non, il faudrait vraiment, il faudrait une conscience collective pour adresser un problème autant sérieux que celui-là. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà, Omer Seda, rapidement, si vous avez aussi des reproches à l'endroit du politique, avant qu'il ne vous réponde, René Stéphane Goué. Je pense fondamentalement que vous l'avez si bien dit, Serge Aloroto, l'école est en danger. L'école tue. La preuve, Biro Tchana, il a laissé sa vie, Jomo Chakonte, il y a encore, ça aurait pu être la collègue d'anglais du lycée bilingue d'Ekounou. Bref, il est question, comme M. l'inspecteur l'a dit, que tous les maillons de la chaîne, du système éducatif, si tant soit peu on peut dire qu'il en existe un, comprennent la nécessité de se mettre au travail, que les parents comprennent le rôle qui est le leur d'encadrement, d'accompagnement de leurs enfants, le rôle de veille. Et je ne voudrais pas cracher ici sur l'effort de certains enseignants, des administratifs, qui au quotidien fournissent l'effort de fouiller les sacs des enfants d'entrée, qui posent déjà un réel problème, qui interpelle la responsabilité des pouvoirs publics, celle de sécuriser le milieu scolaire. Et je voudrais sortir en disant, parce qu'il a dit qu'il y a la responsabilité du politique, et non des politiciens. Et si tel est le cas, je crois que le politique le mieux indiqué, c'est le président de la République. L'occasion nous donne de dire ici que le président de la République, au regard de toutes ces situations, doit frapper la main sur la table et se débarrasser d'une kyrielle d'hommes politiciens qui lui tiennent des discours de flagornerie et ne lui permet pas de mettre en pratique ce dont il a toujours rêvé, l'école de l'avenir, parce qu'on ne peut pas construire le Cameroun de 2035, le Cameroun émergent, avec des enseignants qui travaillent 3 années sans salaire. On ne peut pas construire un Cameroun émergent avec des enseignants qui corrigent les examens 6 mois après, ne reçoivent pas les frais de correction des examens. Mais que font les ministres autour de M. Biya? Il faudrait que, dès ce soir, qu'ils disent enough is enough. Voilà. Gilbert Gimdo, rapidement, on arrive au terme de l'émission. L'école en danger, comment faire pour éviter cette dérive-là? Thank you very much, Mr. Sage. You know, there is this inspiration I always get from, I'm a history teacher. Yes. I always get from a French historian, Monsieur Henri Steele, who said this, I am always close to it. Heureux, celui qui connaît les causes des choses. When you know what has caused something, you can be able to diagnose, and when you diagnose well, you can provide suitable solutions to it.
I'll tell you three things. First thing is to buy what my RP, I heard my inspector here said. The first thing is that to lay blames on the political cycle. The political cycle should learn to respect the text that they are the ones who inspire them to put in place. I'll quote you just one. The text of the Ministry of Secondary Education in Cameroon now, not even put in place by the present minister, states that 1, telephones should not enter campuses. 2, teachers shouldn't beat students. These are just 2. I'll end there. Yeah. But these are not things that are not respected. They are rampant on campuses. And when students bring phones, it becomes a conflict between them. Number 2, when they perpetuate some acts that will rise the angers of teachers, it will create a problem. There is need to see how it can be handled. When you seize a telephone from a child, you don't have any defense. The teacher or the discipline master is exposed to any danger from students. There is nothing that covers him. There should be something that covers school authorities to implement the text put in place by the ministry. That's my first problem, because they are not protected. Those school authorities are not protected in one way. The second thing is let the parents know the boundary to responsibility. The boundary to responsibility means that the parents should know that they have to do this. They have to train their children up to this level, and the teacher who they send the children to go and be trained academically has a certain level of responsibility with that limit at this level. The teacher to your son or to your daughter cannot teach your own son how to greet people in the morning. That is home training. You said it. It's no longer the teacher's training. There should be that boundary. And the third one, the last one of which you permit me to say, is simply that let the parents allow their children. This is very important. This is a plea. I'm taking permission from you to tell the parents that leave your children to explore what they are best at. We are in the fear, and we have noticed that children who, because of pressure from their parents, take the series or take sections that they are not good at, and when they get stopped, when they get frustrated, they become nuisance, they become a weapon of mass orientation. Yes, voilà. Merci. That is what I can humbly prepare. Ok, merci. On va dans le politique. Vous avez été interpellé. Oui, non, je ne pense pas que j'ai été interpellé. C'est un plaisir de partager un plateau avec l'inspecteur Ngamo, et tout ce qu'il a dit, je le prends à mon compte. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut qu'on change de paradigme. Absolument. On ne peut pas, pendant 60 ans, être en train de dénoncer et être en train de se lamenter. Il faut aujourd'hui qu'on se dise, on n'a rien à espérer de ce gouvernement, on n'a rien à espérer des dirigeants actuels et qu'il faut adopter d'autres méthodes. C'est pour ça qu'il a pris un exemple hors micro tout à l'heure. Quand on prend l'enseignement au Cameroun, il fut quand même une époque où l'enseignement confessionnel a fait ses armes. Moi, je pense à ma tendre jeunesse, si on a eu autant de professeurs, autant de mérites, c'est à cause des collèges Sacré-Cœur de Macaque, des collèges évangéliques de Dibamou, le collège Liberman, etc., etc. Et ce phénomène que certains découvrent aujourd'hui comme les armes, les porte-monnaies électroniques, ont commencé à ces endroits. Qu'est-ce qui a été fait? Oui, moi, quand j'étais au secondaire, quand on parlait de drogue, c'était quelque chose d'imaginaire, des choses des enfants de riches, et on se disait, pour ne pas les citer, qu'on peut trouver ça à Dominique Savio ou à Liberman. Vous comprenez? Et ces institutions se sont arrangées pour éradiquer ce phénomène. Parce qu'on parle de clochardisation, je vais terminer avec ce que mon voisin de droite, mon cher Sedo, il a Seda, pardon, excuse-moi. C'est-à-dire, il parle de... Et il faut qu'on sache que quand on parle de l'enseignement confessionnel au Cameroun, qui a été un exemple, il n'y a pas de salaire autant médiocre que dans ce secteur-là. Les confessionnels, les enseignants confessionnels sont les plus mal payés du Cameroun, mais ils sont les plus productifs. Voilà. Donc il faut qu'on se dise aujourd'hui qu'il est important qu'on change de paradigme. On peut organiser ce pays comme les confessionnels l'ont fait, sans attendre forcément que c'est l'État du Cameroun et ses dirigeants qui nous sauvent du naufrage où nous ont plongé depuis 60 ans. Merci rapidement, inspecteur Ngamo, en 30 secondes. En 30 secondes, c'est pour dire, encore j'interpelle encore une fois le politique.
pour dire que nous avons un arsenal de code pénal au Cameroun. Tout à fait. Il est grand temps qu'on mobilise tous les intelligents du Cameroun pour produire cette fois-ci non plus un code pénal, mais un code moral. Ok. Merci. Un code moral qui va servir de jalon pour la structuration de l'école camerounaise. Ok. Merci, inspecteur Ngamo. On vous voit en noir. Vous êtes à Douala pour une circonstance pas très heureuse. Pas très heureuse, voilà, c'est vrai. merci pour cela. Vous avez accepté notre invitation. Merci. Je vous dis merci. Gilbert Ngimdo, thank you for coming. Thank you very much. I would like to. Voilà. Merci à vous, Merceda. Merci. Plaisir partagé. Voilà. Merci à vous également, le politique de ce soir. René Stéphane Goué. Un mauvais rôle que vous m'avez donné, mais le plaisir a été le mien de partager l'expertise de tous ces enseignants. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce dernier numéro de la semaine et qui nous soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir et bonne heure.